Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Flèche Brabançonne, pour faire le débrief de cette course belge qui pour moi est entre une Flandrienne et une Ardennaise. C'est vraiment une course qui se situe entre les deux. On a du mal à savoir si c'est une Flandrienne parce qu'on a quand même des secteurs pavés, on a des monts pavés, mais en même temps les monts pavés sont quand même très propres par rapport aux autres courses, il faut le dire, parce qu'on a aussi des monts asphaltés qui sont assez complexes quand même à passer, et bon, on a entre les deux. Moi j'ai toujours considéré que c'était à la fois une Flandrienne et une Ardennaise. C'est une course que j'aime souvent regarder. J'avais vu la victoire notamment de Thomas Voeckler. C'était la première édition que j'avais vue, et puis depuis j'ai assez régulièrement vu les éditions de cette course, qui est peut-être la seule course de préparation aux Ardennaises, très clairement, qui vont arriver dès dimanche avec l'Amstel. Donc course très intéressante à suivre, et cette année qui a encore été animée avec voilà, pas mal de suspense, hein. Ça s'est joué à pas grand chose dans le final. Donc on va comme d'habitude faire les tops et flops, parler des bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous a plu, quel coureur vous a pas plu, ce que vous avez pensé de la course, et si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, n'hésitez absolument pas. L'objectif étant de faire le maximum de vues pour que je gagne le maximum d'argent. C'est vrai que la chaîne n'est absolument pas monétisée aujourd'hui, vu qu'on n'est pas aux 1000 abonnés. Bon, on commence tout de suite avec le bilan des bleus. Du côté des bleus, on commence tout de suite avec Benoît Cosnefroy. J'ai été assez critique avec lui sur le Tour du Pays Basque, parce que pour moi, la course avait été très compliquée pour lui, et j'avais dit, je suis un peu inquiet sur sa condition physique, et surtout sur ses capacités à être performant sur les Ardennaises, qui étaient la semaine d'après, enfin voilà, qui arrive dimanche. Je suis quand même rassuré, car il a fait un sacré numéro aujourd'hui, Benoît Cosnefroy, comme on a l'habitude de le voir. Alors, certains diront qu'il en a peut-être fait un peu trop. Bon, après, il voulait se rassurer, et c'est vrai que en début de course, enfin, moi j'ai commencé à regarder à 75 km de l'arrivée, on sentait bien que son objectif, c'était de se rassurer, de voir comment les jambes fonctionnaient. Est-ce que voir est-ce que ses attaques faisaient la différence ou ne faisaient pas la différence. Enfin, il y avait énormément de questions chez Cosnefroy, et on voyait vraiment un coureur qui était en plein doute. Et puis au fur et à mesure de la course, on a senti qu'il prenait de plus en plus de confiance. Pour moi, il a récupéré un petit peu de forme, un petit peu ses jambes. Et je me posais la question de Cosnefroy, est-ce que c'était une bonne idée de le mettre sur le Tour du Pays Basque, et pas de le lancer plutôt sur des classiques individuels. Quand on revient d'une blessure au genou, ou quand on a eu des douleurs comme lui au genou, il faut peut-être mieux éviter les courses par étapes, parce que les courses par étapes, ça veut dire déjà il faut travailler la récupération, et ça veut dire également que souvent vous avez des douleurs qui peuvent se déclencher pendant ces courses-là. C'est le cas par exemple d'un Thibaut Pinot. Je pense que Thibaut Pinot, il faut mieux aujourd'hui qu'il fasse des courses, une course d'un jour, par exemple, qu'il fasse les Ardennaises plutôt qu'il fasse le Tour des Alpes, où parfois une douleur va se déclencher au bout de 2 jours de course, et puis vous allez la garder jusqu'au bout. Alors que sur une course comme celle-là, comme la Flèche Brabançonne, peut-être que demain il aura mal au genou, mais bon, vendredi il pourra repartir au travail, et dimanche il sera au top pour les Ardennaises. Vous voyez un petit peu mon raisonnement. Eh bien, chez Cosnefroy, je pense que l'emmener directement autour du Pays Basque, c'était une mauvaise idée, surtout qu'il n'avait qu'une journée de course avec Cholet-Pays de Loire. Alors après, c'était dans l'idée de lui faire accumuler des journées de course, mais on a vu qu'il a accumulé surtout des journées de course dans la douleur, et je suis pas sûr que ça soit très intéressant pour aller chercher un pic de forme ou un potentiel pic de forme pour la Flèche Wallonne, parce que c'est vrai que Cosnefroy sur la Flèche Wallonne, il a un énorme potentiel. On me l'a mis dans les commentaires, qu'il avait fini deuxième l'année dernière, en plus je le savais. En fait, quand j'ai fait ma vidéo sur tout le Pays Basque,
quand je me suis dit à la fin de la vidéo, merde, je suis complètement con, je me souvenais qu'il avait fait le maillot à pois, mais je me le suis dit à la fin de la vidéo, très clairement. Voilà. Mais pour moi, il avait, je vais revenir sur ce que j'ai dit sur la dernière vidéo, pour moi, il avait fini fatigué du Tour de France, et que même sur ces classiques-là, qui sont quand même des classiques où vous avez moins besoin d'avoir de la fraîcheur physique, surtout la Flèche Wallonne, où ça joue quand même un sprint dans les derniers kilomètres, Cosnefroy avait, je trouve, un peu souffert quand même s'il avait fini 2, c'était pas une deuxième place si facile que ça, alors que le plateau au départ de cette Flèche Wallonne n'était pas si incroyable que ça. Et sur Liège, il avait été beaucoup plus en souffrance sur cette course-là. Donc du côté de Cosnefroy, rassuré. Ça montre aussi que Cosnefroy, il n'est pas encore à son pic de forme, parce que souvent, quand vous êtes je dirais pas en méforme, mais en train de choper un pic de forme, vous avez souvent chez certains coureurs, comme chez beaucoup de coureurs, vous avez ce phénomène-là, c'est-à-dire d'un coureur qui un jour est bien, le lendemain va être catastrophique. Et j'ai un peu le sentiment que Cosnefroy c'est ça, donc il va pas faire l'Amstel. J'espère qu'il va pouvoir pas mal s'entraîner dans les jours à venir pour être performant sur la Flèche Wallonne, parce que voilà, sur la Flèche Wallonne c'est quand même un gros objectif de sa saison. Je continue avec Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui nous a fait du Rémi Cavagna. Il est parti loin de l'arrivée, il a tenté le coup, voilà, il est une attaque je crois à 60 bornes de l'arrivée de tête, enfin c'était loin de l'arrivée. Voilà, il est sorti, ils sont sortis à plusieurs, ils sont revenus sur l'échappée matinale qui était à ce moment-là quand même 2 minutes, plus de 2 minutes même. Et ils ont fait du gros travail, il n'y avait pas que Cavagna, il y avait Tom Skunge, par exemple, je crois, à ce moment-là. Enfin, ils étaient nombreux. Il y avait Robert Stannard. Et déjà, on voit quand même un coureur qui est en forme. Et c'est là où je me suis dit, mais Cavagna, je me suis posé cette question-là, ce grand débat. Aujourd'hui, c'est une vidéo avec des débats. Pourquoi Cavagna, on ne le met pas sur les courses pavées ? Parce que je me suis dit, il a quand même, il est bon en contre-la-montre. Il est pas mauvais dans les petites côtes, dans les côtes assez courtes, on l'avait vu, il a quand même gagné des classiques de l'Ardèche. Il aime des conditions difficiles, parce que sur les classiques de l'Ardèche l'année dernière, il fallait aimer la flotte. C'est un coureur qui en plus est plutôt très résistant, il a une très grosse endurance, une très belle résistance. Je me suis toujours dit pourquoi. Enfin là, c'est ce que je me suis posé la question quand je l'ai vu. En plus, je regardais, il passe plutôt bien les pavés. Et puis il a le physique pour bien passer les pavés parce qu'il est très solide au niveau du haut du corps. Hein. C'est pas un mec qui fait 60 kilos tout mouillé. Cavagna, et là je me suis dit complètement, pourquoi ils ne le mettent pas sur les pavés ? Surtout quand tu vois la saison de Yves Lampard chez Deceuninck, tu te dis, il y aura peut-être la capacité de faire un peu mieux. Donc du côté de Cavagna, c'est un peu la seule chose à sauver de la course à Deceuninck. Bon, Sénéchal a été pris dans la chute à 38 km de l'arrivée, donc il n'a pas pu vraiment défendre ses chances. Ça a encore été une course assez difficile pour Deceuninck, ce qui participe à ma réflexion que j'ai réalisée lors de ma vidéo du bilan des Flandriennes. Mais du côté de Cavagna, très belle course, il passe bien les pavés. Pourquoi ne pas le mettre sur Paris-Roubaix l'année prochaine, sur Paris-Roubaix au mois d'octobre, ça pourrait être pas dégueulasse de voir ce que ça donne pour ce cours-là. Et puis je termine, à part si il aime pas les courses pavées, c'est peut-être juste qu'il aime pas ça, hein, mais je suis assez surpris de ce côté-là. Et puis je termine avec Groupama en flop. Là encore, ça résume un petit peu leur bilan des classiques flandriennes. Surtout que là, il n'y avait pas Stefan Kung qui est sur le Tour de la Communauté de Valence. Avec une étape qui a été remportée par Miles Scottson. Ça a été compliqué, je trouve, pour la Groupama encore. Alors Kevin Johnniet, là encore, pris dans la chute à 38 km de l'arrivée. Je ne sais même pas si physiquement, je pense qu'il a été touché. Grosse chute, 38 km de l'arrivée avec Van Mark, avec un coureur de EF Pro Cycling qui est tombé. Et du côté de la Groupama, on n'a jamais vraiment été dans le coup. Alors Madouas, il a tenté, mais à ce moment-là, le peloton était déjà à 1 minute du groupe Van Aert, donc c'était plus la peine. Il a tenté plusieurs fois, Madouas, mais il manquait quelque chose dans cette formation Groupama. Et c'est un peu le résumé de leur saison des Flandriennes qui a été assez décevante. Est-ce que c'est encore une équipe qui a la capacité d'être performante sur les classiques ?
Est-ce que c'est une équipe qui s'est encore gagnée sur les classiques? C'est une question qu'on peut se poser du côté de la Groupama FDJ et on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, entendu, je vais commencer par le vainqueur du jour, Thomas Pidcock. Première victoire professionnelle pour Thomas Pidcock. Il a été solide mentalement. Il a été solide physiquement et mentalement. Physiquement parce qu'il a attaqué au bon moment et qu'il a résisté à Van Aert. Donc ça montre déjà que physiquement il était solide. Il a gagné une course de 202 km qui est une semi-classique. Alors je sais bien que c'est pas le Tour des Flandres, la Flèche Brabançonne, mais c'est quand même une course avec beaucoup de dénivelé positif. Donc il a réussi à gagner cette course. C'est l'un des plus jeunes vainqueurs, il est dans le top 5 des plus jeunes vainqueurs de la Flèche Brabançonne et c'est le plus jeune vainqueur des années 2000. Voilà, devant lui, ce sont des mecs qui ont gagné dans les années 60 et 70. Je crois que le plus jeune vainqueur a gagné l'édition 62 pour cette Flèche Brabançonne. Donc du côté de Pidcock, solide, encore une fois. Et puis, moi, ce qui m'a surpris, c'est le final. Je vais vous raconter un petit peu le final de cette course si vous ne l'avez pas vu, mais je vous invite à le regarder, parce que c'est une course qui est très intéressante. Vous avez Cosnefroy, qui était dans le deuxième groupe à peu près 30 secondes, qui attaque. Et eux, devant, à partir de 1,5 km de l'arrivée, ils se regardent, mais vraiment franchement. C'est-à-dire qu'ils sont à 3 de front, et personne ne veut vraiment prendre l'initiative. On sent que personne ne va emmener le sprint, et derrière, ça revient fort. Et normalement, à ce moment-là, quand tu te retrouves face à Van Avermaet et Trentin, Pidcock aurait eu tendance à prendre l'initiative et emmener le sprint. Ce qui aurait été une mauvaise idée parce que Pidcock n'est pas un sprinter. Pidcock, là, il a quand même montré qu'il avait une bonne pointe de vitesse. Mais Pidcock n'est pas le plus rapide normalement face à Van Aert. Donc il fallait qu'il soit mieux placé que Van Aert. Et il a sprinté intelligemment, il a été intelligent dans le dernier kilomètre parce qu'il ne s'est pas affolé alors qu'il y avait vraiment des capacités à s'affoler. Et puis ça confirme tout le talent qu'on a repéré chez Thomas Pidcock, c'est-à-dire un coureur qui est hyper talentueux et il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on voit aujourd'hui Thomas Pidcock, ça commence à arriver et puis il n'a que 21 ans. Il me fait penser un peu à Peter Sagan sur certains aspects Pidcock. Dans sa décontraction, parce que même en interview d'après-course, il était très décontracté, ça m'a rappelé le Sagan des débuts. Un petit peu, alors c'est peut-être une erreur de... pas physiquement, parce que les deux sont un peu différents physiquement, mais dans sa manière de gagner des courses, dans sa manière de rouler, sa manière d'attaquer, ça m'a vraiment fait penser au Peter Sagan des tout débuts du côté de Pidcock, et puis bon, bien entendu, 21 ans, quand vous gagnez la Flèche Brabançonne à 21 ans, c'est qu'il y a du potentiel derrière. Je continue avec Van Aert, Wout van Aert, encore deuxième. Il pourrait être déçu, Wout van Aert, mais quand tu vois l'effectif au départ de la Jumbo, tu te dis que c'est pas très solide, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait Nathan Van Hooydonck, mais je pense qu'il est un petit peu rincé. Et puis après, c'est pas incroyable, quoi. C'est un peu le problème de cette équipe Jumbo-Visma, c'est qu'aujourd'hui sur les pavés, le collectif est assez faible. Et c'est vrai que Wout van Aert, ça serait intéressant pour lui d'avoir un Dylan Teuns à ses côtés ou un autre co-leader sur ce genre d'épreuve parce que là il manque un petit peu de monde, un petit peu de main d'œuvre. Très clairement, en plus il se fait avoir quand il y a l'attaque de Cavagna et derrière il tente de rouler, mais tu sens que les mecs quand ils roulent ils explosent au bout de 2 km quoi, face au train d'Ineos. Il a attaqué avec Pidcock au bon moment, mais tu sentais qu'il s'employait quand même face à Pidcock, et puis après il a tout fait bien, je dirais. Il se met dans la route Trentin, il est intelligent dans sa manière de courir dans le final, mais juste un manque de fraîcheur physique. Il a quand même enchaîné lui énormément de courses, il n'a pas fait de pause après la période de cyclocross, alors que du côté de Pidcock je crois qu'il y avait eu un petit week-end de pause, donc je pense qu'à un moment ça a des conséquences au niveau physique pour Wout van Aert, mais voilà, je voulais saluer encore une belle deuxième place. Pour moi c'est le coureur qui est le plus régulier en ce moment, Wout van Aert, de ces punchers sprinters.
Et c'est un peu une valeur sûre quand vous le voyez au départ. S'il avait une équipe un peu plus solide à ses côtés, ça serait encore mieux. Et puis je termine avec l'homme du jour, je dirais c'est Andreas Leknesund. Il nous a animé la journée, il était dans l'échappée matinale. Il arrive quand même à faire 9e, je crois, de la course. De tête, non, 10e, derrière Oscar Risbeck. Solide parce que la Flèche Brabanson, c'est quand même une course avec énormément de dénivelé positif, avec des bons pavés. Ouais, c'est bien de faire ça, surtout qu'il est pas vieux non plus, Leknesund, 21 ans, même génération que Pidcock, mais là aussi très prometteur parce que 2 fois champion du contre-la-montre de Norvège, il a remporté la course de la paix, il a été champion d'Europe espoir du contre-la-montre, il a remporté le Grand Prix de Lillehammer, 2e de la ronde de Lizard, 2e du circuit des Ardennes internationales, 4e du Tour de Slovaquie. Donc c'est quelqu'un qui sait gagner des courses, vainqueur également du Giro de la Regione Friuli Venezia, donc des courses espoirs. Et puis c'est sa première année chez DSM et c'est déjà pas mal ses résultats chez DSM parce qu'il avait fait 2e du classement de la montagne du Tour de la Provence. Il avait également l'année dernière, si le souvenir est bon, fini 8e du petit Tour de Lombardie, voilà, ça je l'avais vu. Et 4e du classement des jeunes du Tour de l'Algarve, qui est aussi une course espoir assez importante. Donc c'est là où on voit que il n'y a pas de surprise sur ces courses-là. Quand vous êtes jeune, il faut partir à l'avant. Et il a montré vraiment de très très belles choses. Et il n'y a pas de surprise non plus, c'est que on s'aperçoit que la Flèche Brabanson, qui est une semi-classique, est une bonne course pour se montrer quand vous êtes un jeune coureur. Alors, on l'a vu là encore avec Ide Schelling par exemple. Enfin, quand vous êtes un peu moins connu dans votre formation, vous vous montrez là. Ou quand vous voulez montrer que vous savez également rouler sur les courses pavées. Le cas de Cavagna, c'est peut-être cet exemple-là. C'est une course qui est assez intéressante, la Flèche Brabanson, parce que c'est pas la course la plus réputée du calendrier belge. Donc, on peut parfois trouver des solutions à ce moment-là. Et très belle course, je trouve, de Leknesund, parce qu'il faut être solide. Faire 200 km d'échappée, enfin un peu moins de 200 km d'échappée au niveau physique, il faut les faire. Et ensuite, à 21 ans, 2e chapeau, et puis à tenir dans le groupe de tête. Alors que ça roulait fort quand même dans le groupe de tête. Donc très bien, parce que en comparaison, Emmanuel Morin par exemple, lui il a lâché, Brian Cocard aussi a lâché. Alors Brian Cocard n'était pas au top de sa forme, mais Emmanuel Morin a lâché. Donc on voit qu'entre 2 coureurs jeunes, un qui est plus prometteur que l'autre. Allez, on passe tout de suite au coureur flop. Du côté des flops, je commence tout de suite avec Matteo Trentin. Pourquoi Matteo Trentin ? Parce que il a encore perdu une semi-classique. C'est assez incroyable, Trentin, quand vous regardez son palmarès, on peut le faire rapidement, le nombre de fois où il a été en position de gagner, puis tu sais pas pourquoi, il en fait trop. Là, il n'avait pas forcément besoin d'attaquer dans le final à 20 bornes de l'arrivée, parce que c'était le 2e coureur le plus rapide avec Van Aert. Je ne vois pas pourquoi il a vraiment attaqué. C'est un coureur qui gagne énormément sur les grands tours, parce que c'est l'un des rares qui a gagné sur les 3 grands tours. Il a gagné 2 fois Paris-Tours, mais à part Paris-Tours, sur les classiques, c'est pas forcément une grande réussite. Il y avait la victoire au championnat d'Europe, où là il s'était bien débrouillé au championnat d'Europe, mais souvent je trouve que Trentin, en termes de stratégie, c'est pas le meilleur. Souvent il se rate, et là encore, il emmène le sprint. T'emmènes le sprint, tu vas te faire battre, c'est la meilleure solution pour se faire battre. Il passe des relais, alors qu'il n'y avait pas d'intérêt pour lui à passer des relais. Et c'est encore une course perdue, mais Gant Wevelgem, il avait également fait des erreurs. Et puis, on se souvient tous de ce Milan-San Remo, où il part dans le final, et puis il se fait rattraper à 3 km de l'arrivée, parce qu'il décide de partir dans la descente. Enfin, c'est dommageable, parce que c'est un coureur qui a un très beau palmarès aujourd'hui, mais il lui manque des classiques. Et s'il était un peu plus intelligent, il pourrait gagner des classiques. Par contre, c'est rassurant quand même du côté de Trentin, c'est qu'on ne l'avait quasiment pas vu en 2020 chez CCC, parce que les résultats avaient vraiment pas été bons sur sa saison 2020, et le retour chez UAE lui a fait du bien, parce que des fois vous faites comme ça une mauvaise saison dans une formation, et puis vous n'arrivez pas à retrouver des capacités
physique exceptionnel où vous plaisez à un rôle d'équipier, vous vous mettez dans un rôle d'équipier alors que vous êtes un très très bon coureur. Et là, du côté de Matteo Trentin, il a retrouvé un statut de leader chez UAE et il a fait quand même une belle saison. Je passe maintenant à Michael Matthews. Assez déçu par Michael Matthews. C'est une course où il aurait dû être bien meilleur. L'Australien, c'est un peu comme Gant. À Gant, il finit dernier des sprinters dans le groupe de tête, mais je trouve que Michael Matthews, cette année, c'est pas si incroyable que ça en termes de course au général, parce que bon, il y a eu Paris-Nice, mais il fait 2 fois 3e, alors qu'au niveau des sprinters, tout le monde n'était pas encore extrêmement bien calé et que lui, c'était un peu le leader de sa formation. 6e de Milan-San Remo. Mais ouais, c'est presque là où il a été le meilleur sur Milan-San Remo. Et puis sur Gand, je l'avais trouvé décevant. Sur le Tour des Flandres, il fait que 21e. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas passer les pavés? C'est vrai que moi, avant, je ne le voyais pas sur les courses pavées, Michael Matthews. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il a 30 ans et qu'aujourd'hui, c'est plus forcément le punch, sa spécialité? C'est vrai que Michael Matthews, aujourd'hui, je me dis, parce que là, on va avoir les Ardennaises, mais même sur les grands tours, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il peut gagner des courses, on va dire facilement au sprint ou dans un petit groupe? Aujourd'hui, je me dis que c'est quand même très compliqué pour un Michael Matthews, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le plus rapide. C'est pas celui qui grimpe le mieux par rapport à des Wout van Aert et Julien Lafilippe. C'est plus le plus rapide par rapport à Wout van Aert et Van Der Poel, notamment. C'est un peu comme Sagan, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Wout van Aert et Van Der Poel, ils sont presque devenus has-been, les deux. Et c'est vrai que Michael Matthews, je me dis, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors là, encore un résultat un petit peu décevant. Pourtant, il a que 30 ans, hein, donc c'est là où c'est assez surprenant. Bon. On verra ce que ça va donner maintenant sur les prochaines courses. Après, ça n'a jamais été un spécialiste des classiques pavés. C'est voilà, à lui de retrouver peut-être un peu d'énergie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est complètement passé à côté, alors que c'est quand même pas une Flandrienne, la Flèche Brabançonne, donc il aurait dû être un peu plus aux avant-postes. C'est un petit peu surprenant qu'on se retrouve à avoir Robert Stannard dans l'échappée, et lui qui soit complètement absent. Et puis je termine avec Intermarché Wanty-Gobert. Parce que normalement j'attaque toujours Total Direct Energy, là on va s'attaquer à une autre équipe. On les a pas vus et c'est pas comme si on les avait vus depuis le début de saison, Intermarché Wanty-Gobert. J'avais dit que cette équipe-là ne méritait absolument pas sa licence World Tour. Contrairement à pour moi une équipe comme Alpecin Phoenix qui a un effectif d'un meilleur niveau, c'est la confirmation, l'effectif est extrêmement faible. Yann Bakeland, ça fait depuis des années on l'a vu qu'une année, Yann Bakeland, de toute manière. On l'a vu en 2013 lors du Tour de France en Corse. Sinon, depuis 2013, c'est quand même un coureur où il y a vraiment très peu de résultats pour lui à se mettre sur l'un dent. Et puis surtout sur les 3-4... Enfin, depuis sa chute au Tour de Lombardie, où il s'était fracturé des vertèbres, ou tassé les vertèbres, je ne sais plus. Tassé les vertèbres, parce que je crois qu'il avait dit qu'il avait perdu 2-3 cm à un moment de taille. Il a complètement disparu. Et puis après, vous regardez un petit peu le reste de l'effectif. Aimé de Rent, ça n'a jamais été très performant. Kevin Mandelson, il était dans l'échappée, mais bon, c'est le premier qui a sauté de l'échappée. Lamertink et Loïc Vliegen, c'est quand même pas suffisant pour ne voir le team. Il y a Aude Christian Eking, mais qui aujourd'hui a été complètement absent. Et puis même Lorenzo Rota, c'est pas suffisant. Donc pourquoi avoir donné une licence World Tour à cette équipe? Mais c'est vrai que du côté de l'UCI, il y a quand même des petits soucis. Je vous préviens tout de suite, on fera une vidéo sur le Tour de Turquie, parce qu'on m'a demandé ce que je pensais de Cavendish. Je ferai une vidéo du Tour de Turquie et j'aurai à parler de la sécurité. Parce que là, j'ai vu l'arrivée de l'étape numéro 4. Et il y a beaucoup de choses à dire en termes de sécurité sur cette grosse chute dans cette étape-là. Du côté d'Intermarché, pour moi, l'UCI n'aurait jamais dû donner cette licence. Enfin, je trouve ça totalement incompréhensible qu'une équipe comme Alpecin Phoenix n'ait pas cette licence-là, ou que même Total ou Arkea n'ait pas une licence World Tour, alors que Intermarché ait cette licence-là, alors qu'au niveau des effectifs,
Bon, on peut dire que même Total et Arkea ont un effectif qui est bien meilleur qu'Intermarché. Je pense que l'effectif d'Intermarché, c'est du niveau de BNB, et même BNB, ils ont un sprinter quand même, Brian Cocard, qui me semble un peu meilleur que ce que possède Intermarché dans son effectif. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.